Bonsoir. Ce soir, on a le plaisir, l'honneur d'accueillir Isabelle Stengers, qui est philosophe à l'Université libre de Bruxelles, qui est spécialiste de la pensée de Whitehead et qui est philosophe des sciences, épistémologue. Elle a été connue dès la publication de son premier ouvrage avec le grand Ilya Prigogine, qui était donc la Nouvelle Alliance en 79, Prigogine qui a eu le prix Nobel de chimie, comme vous savez, et ce bouquin qui était consacré notamment à marquer une vraie rupture, si je puis dire, dans la réflexion sur les sciences et notamment sur la question de l'irréversibilité et du temps. Alors vous travaillez beaucoup aussi à la critique de la prétention autoritaire de la science, des sciences, qui est confisquée ou transférée aux experts, entre guillemets, pour trancher un peu vite les controverses ou les débats. Et puis, dans ces dernières années, sur une écologie des pratiques, notamment, vous avez fait un ensemble impressionnant de 7 volumes sur les cosmopolitiques. Je ne sais pas s'il est là, à la librairie, mais il y aura des bouquins qui sont présentés. Vous avez lancé aussi avec Philippe Pignard la maison d'édition Les Empêcheurs de penser en rond. Vous avez plein de distinctions, j'en cite une, 1993, le Grand Prix de philosophie de l'Académie française, pour l'ensemble de votre œuvre. Vous avez de multiples publications. Je cite juste quelques titres autour des sciences, puisque c'est le thème qui nous réunit ce soir. L'invention des sciences modernes en 93, Science et pouvoir, faut-il en avoir peur? Cosmopolitique, donc, que j'ai évoqué en 7 volumes, à la découverte. La guerre des sciences aura-t-elle lieu? Pensez avec Whitehead, puisque vous êtes spécialiste de ce philosophe. La Vierge et le neutrino, quel avenir pour les sciences? Autant des catastrophes, une autre science est possible. Donc c'est à partir de cet ouvrage que on aura l'échange ce soir, que vous avez publié en 2013, et puis l'an dernier, Civiliser la modernité, autour de Whitehead et les ruminations du sens commun. Et dans les livres en collaboration, bien sûr, La Nouvelle Alliance. Et puis j'ai vu, mais je l'ignorais, je vais le lire, parce que j'aime beaucoup aussi le travail de Judith Schlanger, notamment les métaphores de l'organisme qui m'a beaucoup servi dans ma propre thèse. Et donc vous avez publié avec Judith Schlanger en 89 les concepts scientifiques, invention et pouvoir. Et puis pour l'anecdote, on racontait en venant que vous aviez fait il y a quelques décennies un téléfilm qui est passé à la télé avec Roger Kahn, qui s'appelle Irène et Fred, évidemment autour des Joliot-Curie. C'est pas un soap opéra. Alors, ce soir, on va parler de ce livre, Une autre science est-elle possible? Vous affirmez même avec un point d'exclamation oui, si je puis dire, manifestement dans le titre. Le sous-titre, c'est Manifeste pour un ralentissement des sciences. Donc ça nous a beaucoup plu à l'IEA, puisque l'IEA, l'Institut d'études avancées, se définit lui-même, du moins par son fondateur, Alain Supiot, comme un ralentisseur, justement par rapport à la production académique contemporaine. Donc voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse la parole. Et puis ce soir, j'ai fusionné l'animation et le discutant. Donc c'est moi qui lancerai ensuite la discussion. Je vous remercie beaucoup. Oui, enfin, j'aime pas trop ce genre de choses, mais sans doute que pour la prise de vue, c'est nécessaire. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir invité. Et effectivement, peut-être que certaines des choses que je dirais tombent ici, non pas dans l'oreille d'un sourd, mais au contraire dans un terrain déjà conquis, cet institut. Enfin, j'espère tout de même, comment dirais-je, rendre le problème un peu plus politique. Et d'ailleurs, si j'ai repris ce titre avec un point d'exclamation, c'est évidemment pour en évoquer un autre. J'ai écrit dans la présentation qu'il s'agissait d'un cri, d'où l'accent
le point d'exclamation, et ça évoque bien sûr le cri de l'altermondialiste qui a commencé donc au début de ce siècle ou même de ce millénaire. Un autre monde est possible, et c'est un cri qui désormais a pris une nouvelle intensité dramatique, bien sûr, puisque aujourd'hui cette possibilité, c'est pas uniquement une possibilité qui concerne, disons, les sociétés humaines. C'est un cri qui désormais fait face à des menaces enchevêtrées qui mettent en question la vie sur Terre d'un grand nombre de ses habitants. Et c'est un cri qui non seulement fait face à ces menaces, mais qui aussi fait face à la tentation de dire qu'un autre monde est possible, à la tentation qui est qu'on sent, qui est perceptible, du désespoir, de la culpabilité peut-être, du renoncement en tout cas, c'est-à-dire de l'idée qu'il est trop tard. Non, il y aura plus d'autre monde possible parce qu'il est trop tard étant donné ce qui est en train d'arriver. Et c'est une tentation forte en fait, puisque nos gouvernements ont beau nous promettre que, unanimement, sauf Trump désormais, que le réchauffement climatique ne devra pas dépasser 1,5 ou 2 degrés, mais on sait déjà, dès qu'on s'informe, il le dépassera probablement assez vite, et presque certainement. Et peut-être, en effet, je commence par là, puisque science et monde, quelque part, je voudrais le raccorder, réfléchir en même temps ce monde et ce que la science peut y faire. Peut-être, en effet, on pourrait dire qu'il est trop tard. Mais ce que je voudrais faire passer, et que parfois on oublie, c'est que même s'il est trop tard, c'est-à-dire qu'on dit ça y est, on l'a dépassé, l'avenir ne nous appartient plus, en fait, il appartient à des processus qui vont se déchaîner. En fait, ce qui va arriver n'a rien à voir avec, par exemple, l'apocalypse nucléaire, la fin brutale, le grand flash, et puis l'histoire est finie, quoi qu'on veuille, game over, comme disent les Américains. Ce sera pas game over, ce sera beaucoup plus progressif sur plusieurs siècles. Et ce sont donc les enfants nés en ce siècle, quoi qu'il arrive, qu'on réussisse ou non, en fait, la chose est déjà en marche. Les enfants nés en ce siècle, les plus jeunes dans moi, j'aurais tiré ma révérence, certains d'autres aussi, mais je pense aux enfants nés en ce siècle et à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Tous ceux-là vont devoir affronter, vivre à travers, vivre avec des bouleversements, comment dirais-je, des effondrements de ce que nous tenons pour acquis. Ils vont devoir affronter ce que nous croyons, nous, dans les populations, les pays développés. Je ne parle pas des pays qu'on dit sous-développés, quoi que ça veuille dire, mais une précarité dont nous croyons que l'espèce d'infrastructure technique et sociale qui avait été construite au cours des 2 derniers siècles nous protégeait. On avait le droit à échapper à la précarité. Il semble que cet avenir, c'est un retour d'une précarité, d'une absence de garantie. Et la question qui se pose aujourd'hui, surtout face à ce découragement, c'est: sommes-nous capables de vivre avec la précarité comme on le fait encore dans d'autres régions de cette terre? Et d'où l'autre question: comment se préparer? Comment résister à ce sentiment d'impuissance qui peut nous prendre? Parce que le pire serait de leur transmettre à ces générations futures ce message qui est un véritable poison. Il n'y avait rien à faire. Parce que s'il n'y avait rien à faire, pour eux non plus, à plus forte raison, il n'y a rien à faire. Alors ici, je voudrais tout de même en parler 2 minutes. À Nantes ou près de Nantes, à Notre-Dame-des-Landes, il y a des gens qui me semblent faire quelque chose de l'ordre du se préparer. Parce que on en a beaucoup parlé, mais je voudrais tout de même le mettre dans le contexte de ce qui nous attend, se réapproprier la capacité de coopérer,
de refaire connaissance avec des savoirs et des imaginations qui ont été rendus dits inutiles, ce qui nous laisse impuissants face à ce qui vient. Il me semble que ça s'appelle se préparer. Et se préparer, c'est frappant, dans un environnement indifférent ou hostile, où il est bien décidé que tant que faire se peut, et même peut-être plus loin que faire se peut, ça doit rester business as usual. Nous devons faire confiance dans le monde tel qu'il va. Et donc le cri à un autre monde est possible, et je vais bientôt parler d'une autre science est possible, n'affirme pas le progrès. Autre ne veut pas dire meilleur au sens usuel du mot progrès. Je ne suis pas une partisane de l'anthropocène qui dit ça va être enfin l'âge de l'homme. Un autre monde est possible, c'est bien un cri hérité de l'altermondialiste, c'est-à-dire il traduit la nécessité en fait de lutter tout simplement pour un monde qui ait de l'avenir, qui ait un avenir digne de ce nom. Et cela, même si nous ne sommes pas capables d'éviter des catastrophes et des désastres. Cet autre monde est possible, cet autre monde qui, pour la possibilité duquel il s'agit de lutter, pour moi, tel que je vous propose, c'est un monde où nous nous retrouverions les capacités de coopérer, d'apprendre, comment la vie peut continuer, et c'est un terme qui trotte un peu partout maintenant parce qu'il nous convient, comment la vie peut continuer dans les ruines. Dans les ruines, c'est-à-dire de ces infrastructures qui étaient censées nous garantir contre la précarité. Il me semble que les gens du ZAD donnent un exemple. Et je le dis parce que ici nous sommes à Nantes, donc parfois vous les voyez descendre et ça peut être un peu violent, mais il s'agit de lutter et de créer à la fois. Il s'agit de rompre avec cette idée business as usual. Dans ce monde, pour le moment, la ZAD n'a pas droit à l'existence. Ce monde veut rester le seul possible, même s'il nous condamne. Et si je reprends aujourd'hui ce cri, un autre monde est possible, point d'exclamation, c'est parce que je vais aborder le thème une autre science est possible, mais pas parce que les sciences vont garantir que l'autre monde est possible. Ça, ce serait la perspective du progrès, j'y reviendrai. Mais c'est que partout ce cri me semble devoir pouvoir être repris. Un autre monde, une autre science, une autre agriculture est possible, une autre éducation est possible, est possible, une autre manière de soigner, soigner est possible. Ce cri peut se reprendre sur beaucoup de registres, et chaque fois ça veut dire, ici aussi nous savons que le business as usual, le continuer comme on nous dit de continuer, comment dirais-je, nous condamne. Partout, il s'agit de lutter contre le sentiment d'impuissance. Alors, je vais maintenant me tourner vers le sentiment d'impuissance et si on continue, ça nous condamne, qui caractérise le monde de la science, le monde des chercheurs. Et là, beaucoup de chercheurs, me semble-t-il, regrettent, évoquent avec nostalgie le public, l'époque où on les respectait, où le public et les gouvernements avaient compris qu'il fallait donner aux chercheurs le temps et la liberté de créer leurs propres questions, sans leur imposer des problèmes qu'ils seraient incapables de résoudre. J'ai été très frappée de lire, c'est un texte que je cite dans mon livre tellement ça m'a frappée, c'était les réunions, une réunion les assises de la recherche au moment où Hollande a été élu, je crois. Donc ça fait longtemps, mais
ils expliquaient qu'effectivement, il fallait que le public comprenne, que le public attendait et avait raison d'attendre, on semblait, que les sciences résolvent tous les grands problèmes, tous les problèmes, la maladie, y compris le chômage, figurez-vous. Donc le public attendait que la science résolve tout ça, et à juste titre, mais il devait aussi comprendre qu'il fallait du temps. Il fallait du temps pour que les scientifiques puissent dégager ces problèmes des malentendus, des irrationalités qui l'entourent. Et ça m'a semblé, c'est exact, si c'est ça. Donc il plaidait pour qu'on leur donne le temps et qu'on respecte la manière dont ils formulent eux-mêmes les problèmes. Mais cette promesse, si on nous donne le temps, nous résoudrons le problème du chômage, le problème des maladies. Ça me semblait, ça me semblait inconcevable comme ignorance de l'endroit où la science est féconde et de l'endroit où, quand on la charge des problèmes du chômage, comment dirais-je, et qu'elle dit oui, nous ferons, elle se dupe elle-même et elle continue à étendre l'idée d'un scientisme. Donc, je voudrais lutter contre cette nostalgie. Si un autre monde est possible, ce n'est pas un retour en arrière. Ce n'est pas revenir au temps où on respectait les savoirs. Ce temps que beaucoup de chercheurs regrettent, ils le considèrent comme normal. Et je voudrais lutter contre cette idée de normalité. C'est au fond, oui, c'est normal au sens où les scientifiques ont lutté contre l'autre hypothèse, le non-respect, depuis les années 1870, quand la possibilité d'un asservissement direct de la recherche par l'industrie s'est fait sentir. Et c'est là que toutes sortes d'arguments, mais dont le plus couru est la poule aux œufs d'or, a commencé à surgir. Si vous nous asservirez, vous tuerez la poule aux œufs d'or. Vous nous imposerez des problèmes pour lesquels nous ne sommes pas armés. Comme disent les chercheurs des assises, peut-être que nous les résoudrons un jour, mais pour le moment, nous ne sommes pas armés. Laissez-nous aller à nos rythmes et nous résoudrons en fait tous les problèmes du monde. Mais vous devez nous laisser formuler nos propres problèmes, sinon vous n'aurez plus que des empiristes qui vous donneront les réponses que vous espérez, mais sans la fiabilité des sciences et l'inventivité des sciences. Et la poule pond des œufs qui sont d'or pour le développement socio-économique et donc qui fait progresser le genre humain, d'où la nécessité pour l'État, pour les pouvoirs publics, de donner de l'argent aux poules, de nourrir les poules sans condition. Donc les poules doivent pouvoir caqueter leurs bizarres formules sans qu'on leur dise « Hey, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi est-ce beau pour nous? Attendez, et vous aurez nos œufs. » Bon, donc la recherche doit rester libre et désintéressée, ne pas se préoccuper, mais tout à coup tomber sur des choses. Et c'est évidemment ce qui ne se passe plus maintenant, puisqu'on demande aux chercheurs de résoudre des problèmes qui concernent le monde entier. On a parlé de l'économie de la connaissance, j'y reviendrai. Bon, la poule aux œufs d'or et cette science libre et désintéressée, on pourrait la critiquer en montrant que ça a toujours été beaucoup plus compliqué que ça, qu'elle n'a jamais été aussi libre ni aussi désintéressée que ça. Néanmoins, c'est intéressant au sens où ça correspond à l'idée de la situation normale. Et c'est ça que je voudrais critiquer, c'est cette imagination que c'est là la situation normale. Vous ne voudriez tout de même pas qu'on nous impose des questions pour lesquelles nous ne sommes pas prêts du tout. Mais ça veut dire que dans cette image, en fait, la science se développe en relation étroite avec deux alliés, l'État et les industries. L'État qui a en charge le bien public et les industries qui ont en charge le développement, et l'ensemble, l'un conditionne l'autre. Mais il y a un troisième terme qui est totalement exclu, c'est ce qu'on appelle le public. Les gens, comme dirait Mélenchon, les citoyens diraient d'autres, on pourrait dire aussi, d'autres diraient les masses. Enfin,
de toute façon, on s'en fiche parce qu'ils sont exclus. Quel que soit leur nom, ils n'ont rien à dire. Ils doivent être reconnaissants, bénéficiaires. Ce qui se construit leur évite la précarité, les protège des maladies, etc. Ils sont bénéficiaires, mais ils doivent surtout être persuadés de se tenir à distance, de ne pas confondre ce qu'ils croient savoir, les questions qu'ils se posent. C'est ça qu'il y avait dans le manifeste des assises des chercheurs avec de la science. Leurs préoccupations ne font pas science et ne doivent pas perturber les scientifiques. Et je crois en effet que si on dit la science, la seule définition unitaire de ce qu'on appelle la science, c'est son opposition à l'opinion. D'une manière ou d'une autre, tous les scientifiques qui essayent de définir ce qu'est la science ne seront d'accord que sur une seule chose, ce n'est pas l'opinion. Et il faut se défendre contre toute confusion. Alors maintenant, ces gens qu'il faut tenir à distance, je dirais, nous ne savons pas de quoi ils pourraient devenir capables s'ils avaient les moyens de participer avec les savoirs qui sont les leurs à la formulation des problèmes qu'ils concernent. S'ils se sentaient habilités à participer et à participer à cette formulation. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas parce qu'ils ne sont pas habilités, parce qu'ils savent qu'on pense qu'ils sont incapables. Mais je crois que c'est inconnu. Quand je dis une autre science est possible, au cœur de ce cri, il y a aussi cet inconnu. Nous ne savons pas ce dont les gens sont capables. Et cet inconnu est vital pour, je crois, pour un avenir dans les ruines, s'il doit y avoir une vie digne de ce nom dans les ruines. Et donc, importance pour nous de ne pas regretter, pour les chercheurs, de ne pas regretter le passé, l'époque où ils se sentaient défendus par leurs institutions, défendus à la fois contre leurs alliés trop entreprenants, l'industrie, qui voudrait les mettre au travail directement, et défendus contre un public qui se mêle de ce qui vraiment ne le regarde pas. D'où ce malaise que j'ai face à des manifestations que les Français parmi vous connaissent, du genre « sauver la recherche ». Tout à coup, les chercheurs s'adressent à un public, parce que c'est des manifestations publiques, lui demandant de sauver la recherche, alors que l'on a si souvent, quand tout va bien, tenu ce public à distance. Et pourtant, il s'agit bien de sauver la recherche, je dirais. C'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas tort de se sentir en danger. L'idée de la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire de la destruction de cette chose bizarre qu'on appelle les sciences, et avant tout les sciences expérimentales, que cette chose bizarre pourrait être détruite, et c'est pas un hasard que les scientifiques l'ont pris et repris depuis que cette possibilité que la science devienne affaire qui importe pour les industriels avec les conséquences que ça a. Eh bien oui, les scientifiques savent que ce qu'ils font est vulnérable. Et en quoi est-ce vulnérable? On se dirait, mais enfin, si c'est une démarche enfin rationnelle qui tranche contre l'opinion parce qu'elle est enfin rationnelle, pourquoi est-ce qu'elle serait vulnérable? On peut être rationnel, on peut avoir une démarche méthodique et rationnelle, critique, méthodique et rationnelle, même si on pose d'autres questions. Des questions qui sont d'intérêt, industriel ou etc. C'est vulnérable, pourquoi? Parce que ce que les scientifiques usuellement, en tout cas les scientifiques expérimentaux, et je vais revenir pourquoi, ne disent pas, c'est que la fiabilité de leurs résultats, c'est pas une question de méthode. Peut-être dans d'autres sciences, et c'est ça le problème, ça peut être une question de méthode, de suivre une méthode qui prescrit comment s'adresser à. Mais dans les sciences expérimentales dignes de ce nom, c'est-à-dire celles qui pondent des œufs éventuellement qui peuvent devenir d'or, c'est
c'est un exercice d'intelligence collective qui dépend justement de la capacité, du fait que ce terme qu'on emploie si souvent, ce terme qui s'appelle objectivité, n'est pas du tout quelque chose qui serait opposé à la subjectivité du public, qui se laisserait entraîner par des idées, des convictions, des intérêts, etc. Non, le terme objectivité est plutôt quelque chose qui signale, ça c'est objectif, une réussite. Une réussite, c'est-à-dire que on a réussi, c'est un thème dont je me suis rendu compte qu'il était important il y a 20 ans, en fait, à l'époque de ce qu'on a appelé la guerre des sciences. Je me suis dit, mais non, c'est un combat où les scientifiques ne savent pas se défendre parce que la tâche aveugle, c'est cette intelligence collective qui fait que tous les collègues, les chercheurs, pour qui la prétention d'un de leurs collègues importe, en fait, tentent d'objecter, tentent de la secouer, tentent de la mettre à l'épreuve, et que tentent de vérifier que cette prétention, ce qui est proposé, ne tient pas à cause des idées de celui qui propose. Non, ça tient par soi-même. Cela doit être capable de surmonter les objections qui impliqueraient que, comment dirais-je, que c'est celui qui propose qui fait tenir le résultat. Donc, objectivité, on pourrait dire, va avec objection. Capacité de répondre aux objections, de dire, mais non, regardez, si je fais ça, vous aurez votre réponse. C'est pas moi qui la donne, c'est pas mes idées qui donnent cette réponse. C'est le dispositif expérimental lui-même qui me permet de répondre à vos objections. Et dire, cet objectif, c'est toujours un mot qui est, dans ces sciences-là, un mot collectif, un nous. Nous pouvons dire maintenant que la controverse est close et que cette proposition a surmonté les objections, elle est donc objective. Elle ne doit rien à la subjectivité de celui qui le propose, à son désir de répondre à telle ou telle idéologie ou tel intérêt économique, etc. Et dans la mesure où la grandeur de ces sciences est liée à cette capacité de surmonter les objections, eh bien, pour les scientifiques intéressés, c'était évidemment une insulte, ce qui était proposé lors de la guerre des sciences, que de dire que les intérêts économiques, sociaux, idéologiques étaient ce qui déterminait l'acceptation comme scientifique d'une proposition. La singularité de cette intelligence collective, c'était de tout faire pour qu'on ne puisse pas dire ça. La valeur même de cette science, quand on dit la science est neutre, oui, que nul ne dise qu'on a obtenu ça parce qu'on voulait l'obtenir. Non, on l'a obtenu parce que cela a pu surmonter toutes les objections qui disaient que vous l'obteniez parce que vous voulez l'obtenir. Donc, c'est au cœur même des sciences que cette possibilité qu'on dise vos intérêts, comment dirais-je, vous guident. Mais c'est au cœur même de l'intelligence collective que de tenter de montrer que ici, nous avons réussi à ce qu'on ne puisse pas dire ça. C'est ce que les scientifiques disent quand ils disent la nature a parlé. C'est pas qu'elle parle toute seule, c'est pas qu'elle parle quand on sait l'entendre, c'est qu'on a réussi à pouvoir dire ici la nature a parlé. Ici elle est intervenue sur un mode qui donne raison à l'un par rapport aux objections qui le mettaient en cause. Donc, si vous voulez, je crois que c'est important de dire que cette économie de la connaissance, cet asservissement de la recherche directement aux intérêts et de l'innovation, comment dirais-je, peut tuer cette intelligence collective et est en train de la tuer. C'est ce qu'on peut appeler tuer la poule aux œufs d'or.
Ce qu'on pourrait dire que les alliés alliés traditionnels des sciences ont découvert, c'est qu'au fond, il n'y avait pas besoin de fiabilité. Je vous ai dit, la fiabilité, c'est on peut accepter cette proposition, elle est fiable parce qu'elle a réussi à, comment dirais-je, surmonter les objections. Eh bien, finalement, l'industrie n'a pas tellement besoin de fiabilité. Elle peut, comment dirais-je, et l'économie spéculative n'en a pas besoin du tout. N'en a pas besoin du tout. On pourrait dire c'est l'économie de la promesse. Elle a véritablement le fait que des scientifiques disent c'est possible, on va pouvoir le faire, vaut pour faire monter, comment dirais-je, vaut à la bourse, vaut dans des spéculations, vaut dans des start-up, fait tourner, devient de l'or, ou en tout cas devient brillant. Tout ce qui brille n'est pas or, vous pourriez dire, mais ça devient assez brillant pour que ce type d'innovation promise suffise amplement à cette économie d'aujourd'hui. Donc, mais ça a des conséquences dramatiques sur cette intelligence collective des scientifiques. Pourquoi? Parce que il y a d'autres manières de réussir que de surmonter les objections des collègues. Intéresser une industrie qui ne demande qu'à spéculer sur des promesses, prendre des brevets qui n'ont pas besoin de démonstration scientifique, non, c'est une idée, on devrait pouvoir, etc., sont d'autres manières de réussir qui sont respectées par les alliés scientifiques. Ça change tout. S'il y a d'autres manières de réussir que de faire reconnaître ce qu'on produit par des objecteurs compétents, eh bien, ça veut dire que ce qu'on appelait une controverse scientifique, c'est-à-dire des scientifiques qui se réunissent autour d'une proposition et la mettent à l'épreuve et de manière critique, mais sur un modèle que tous désirent, au fond, en fait, voir clair. C'est-à-dire que voir si elle résistera aux objections ou pas. Bien que les controverses dans les domaines à haute valeur ajoutée qui intéressent l'économie de la promesse, eh bien, ces controverses sont, et ça c'est quelque chose que le sociologue Châtel-Reynaud a très bien dit à propos des OGM notamment, il n'y a plus de controverses, il n'y a que des conflits. Ceux qui osent critiquer ne sont plus des chers collègues, à qui on dit même, mon cher collègue, je vais vous montrer que ce sont des ennemis. Donc c'est la fin de la source collective de la fiabilité scientifique, c'est-à-dire le fait que c'est un collectif pour qui la fiabilité compte parce qu'ils dépendent tous de cette fiabilité. Parce que si on peut dire ceci est prouvé, ceci est objectif, d'autres scientifiques, pour eux-mêmes, les collègues compétents, les collègues concernés, pourront intégrer dans leur recherche cela et poser de nouvelles questions. Donc, c'est cette possibilité-là cette possibilité de controverse, de collégialité critique et pourtant pas, comment dirais-je, pourtant heureux si ça réussit, qui tiennent à ce que ça réussisse, mais que ce soit fiable. C'est ce type de collectivité qui a fait des réussites scientifiques qui marquent l'histoire de cette science, qui peut être simplement éliminée, dissoute, et la science deviendrait non pas une autre science est possible, mais business as usual, en effet. Business as usual, c'est-à-dire que on n'a aucune raison de se fier à un scientifique, plus qu'à un chargé de com. C'est en train d'arriver et on sait que le nombre d'articles qui sont retirés de publication après publication, surtout dans des revues à haut degré de prestige, est en train de s'envoler en flèche, quoi. C'est-à-dire des articles
qui ont été reconnus comme incapables de soutenir ce qu'ils proposent. Alors maintenant, la question est, ce que j'ai pas encore, je vais aborder cette autre science est possible. La question que je voudrais poser est, pourquoi les scientifiques ne se sont pas mieux défendus? Pourquoi les scientifiques, pourquoi les scientifiques n'ont pas dit nous sommes vulnérables? Pourquoi c'est pas ça qu'ils ont dit au public? Pourquoi est-ce qu'ils ont dit au public nous avons besoin, comme les gens de l'Assemblée des Assises, ne soyez pas impatients, laissez-nous réfléchir, donnez-nous du temps et nous vous donnerons tout ce que vous attendez. Pourquoi est-ce qu'ils ont été piégés dans ce rôle de la poule aux œufs d'or? Je dirais que c'est peut-être parce que, justement, il s'agissait, et c'est là que ce public qu'il faut tenir à distance se fait sentir, il s'agissait de se défendre, mais de se défendre en maintenant la façade, la science intacte. Or, ce dont j'ai parlé, c'est des sciences vivantes, c'est des sciences passionnées, c'est des sciences qui ne se fient pas à la méthode, mais qui créent des méthodes là où, justement, elles réussissent à interroger, à produire des propositions qui tiennent. Et c'est rare. Le type d'événement que j'ai décrit, le fait qu'on puisse dire ici, nous avons pu, comment dirais-je, nous avons pu, non pas nous mettre d'accord entre humains, mais donner à ce que nous interrogions le pouvoir de nous mettre d'accord, de faire un nous qui peut désormais dire, nous avons pu donner le pouvoir de nous mettre d'accord à ce que nous interrogions, ce qui est une manière de dire, ce qui est une démonstration expérimentale, eh bien, c'est rare. Pourquoi? Parce que ça demande que ce qui est interrogé soit mis en scène au laboratoire de telle sorte. Obtenir une réponse, c'est facile. Vous obtenez des réponses de rats massacrés au laboratoire, vous obtenez des réponses, mais la question encore est, comment dirais-je, est-ce qu'on a donné aux rats dans une boîte, aux rats de la psychologie expérimentale ou aux rats mis par les pharmacies dans un puits du désespoir pour mesurer combien de temps ils vont nager contre toutes, essayer de survivre. On teste des drogues pour leur capacité antidépressive là-dedans. Est-ce qu'on a donné au rat le pouvoir, justement, de mettre les scientifiques d'accord, ou est-ce qu'on lui a imposé unilatéralement des questions qui font de lui une source de données objectives, dites objectives? Vous voyez que les deux sens du mot objectif sont complètement différents. Bon, eh bien, comment défendre, comment dire face à un public dont on se méfie, dont on a appris à se méfier, comment dire que toutes les sciences n'ont pas la même définition de cette fameuse objectivité qui les sépare du public? Comment dire qu'il y a des sciences pour qui l'objectivité est une réussite rare, exceptionnelle, et il y en a d'autres qui, comment dirais-je, disent qu'est objectif ce qui a été produit selon une méthode qui écarte les biais subjectifs. L'objectivité expérimentale, la réussite, celle qui est mise en danger par l'économie de la connaissance, la réussite implique un terme objectif avec un point d'exclamation. Nous avons réussi cet objectif, cela ne doit rien à nos biais. L'autre, c'est des situations où on purifie, mais on peut purifier n'importe quoi. Un rat, toute situation se prête à la purification. En fait, il y a des tas de sciences qui produisent des données très très intéressantes, mais qui ressemblent à la parabole du réverbère. Vous connaissez la parabole du réverbère? On demande à quelqu'un, apparemment c'est un ivrogne, mais enfin ça on peut l'oublier, mais enfin on est en pleine nuit et il cherche fiévreusement au pied d'un réverbère allumé. Et on lui dit, mais là, un passant se met à chercher aussi quoi? Des clés. Et puis le patient cherche tout autour du réverbère illuminé et puis finit par dire, mais t'es sûr que tu les as perdus ici?
Et là, on dit, ah non, pas du tout, mais c'est le seul endroit où c'est éclairé. Donc, c'est la parabole du réverbère, on a des sciences où on peut dire, mais pourquoi vous faites cette hypothèse, par exemple, souvent avec des neurophysiologues, c'est comme ça. C'est une hypothèse terriblement simplificatrice, et pourquoi vous la faites? Ah ben c'est la seule manière de faire de la science. Si on prenait ceci ou cela en compte, parfois c'est la mémoire, parfois c'est... Enfin, si on prenait en compte, on pourrait plus obtenir de données fiables. Oui, c'est ça. Donc, le droit de faire de la science, indépendamment de la pertinence de la question. Il faut pouvoir faire de la science, obtenir des données dites objectives. Bon, eh bien, c'est là que le premier sens que j'ai passé trop vite, comment dirais-je, le premier sens que j'ai passé trop vite, je viens de m'en rendre compte, une autre science est possible, ce serait justement, c'est celui qui correspond à cet inconnu que j'avais dit. Nous ne savons pas de quoi les gens pourraient devenir capables. Et je le reprendrai à la fin. C'est-à-dire, nous ne savons pas si les gens pourraient ne pas avoir besoin d'une autorité de la science pour s'intéresser à la science. Est-ce que la question est, est-ce qu'on peut, une autre science est possible, ce serait donc une science qui pourrait célébrer l'intérêt de ce qu'elle peut découvrir sans faire autorité. Le deuxième sens, il y en aura 4, et je vais aller un peu plus vite. Le deuxième sens, il y en aura 4, c'est justement, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait réunir toutes ces manières de faire science, celle où la réussite est expérimentale, c'est-à-dire donne à la question, comment dirais-je, à celui qui pose la question, ou veut donner à celui qui pose la question, comment dirais-je, le pouvoir de créer une situation où ce qui l'interroge a le pouvoir de lui donner raison. La preuve, contre les objections. Ça, c'est ce que... Le premier cas que j'ai étudié, c'était Galilée, effectivement. Les lois de Galilée, on peut objecter comme on veut. Galilée pourra toujours se tourner vers son premier dispositif expérimental et dire « Non, désolé, si vous aviez raison avec votre objection, on obtiendrait ça. Moi, j'obtiens ça, regardez. » Et donc, c'est là que, comment dirais-je, avoir raison, c'est vaincre les objections. Donc, il y a ces sciences-là, mais il y a toutes les autres sciences aussi où on ne peut pas, définir une réussite comme ça. Et donc, je me demande, enfin, ce que je propose, c'est que s'il y a un mot qui lie toutes les sciences dans la mesure où elles cherchent à réussir, dans la mesure où elle serait fidèle à cette singularité de définir les idées qu'on a comme quelque chose qui fait, comment dirais-je, qui ne doit pas être projeté sur ce à quoi on a affaire, alors que c'est si facile, si ce serait pas le terme pertinence. Est-ce que pertinence pourrait être le liant de sciences qui sont si diverses? Est-ce que pertinence ne pourrait pas dire ce que les sciences expérimentales réussissent, mais éventuellement aussi ce que une science aussi éloignée des sciences expérimentales qu'on peut imaginer, c'est-à-dire des sciences ethnologiques, cherche désormais à réussir? Pertinence, ce serait réussir à apprendre de ce à quoi on a affaire. Et réussir à apprendre quoi? Donc c'est ce à quoi on a affaire, c'est à lui qu'on peut rendre grâce pour ce qu'on a appris. C'est lui qui nous a appris. Comment apprendre de ce à quoi on a affaire alors qu'il est si difficile de le faire taire, c'est-à-dire de l'interpréter selon ce qu'on pense que l'on devrait pouvoir obtenir. Donc, c'est-à-dire
donner à une situation, quelle qu'elle soit, si on fait science, le pouvoir de faire une différence dans nos idées, de mettre en question ce que nous attendions des réponses que nous obtenons. Hein? Donc, et effectivement, ça peut marcher pour les sciences expérimentales, oui. Ce qu'elles cherchent, c'est de donner à quoi elles s'adressent le pouvoir de déterminer si une question est une bonne question ou pas. Et ça peut marcher pour l'anthropologie aussi. Pourquoi? Parce que il me semble que s'il y a une science qui est intéressante aujourd'hui, c'est cette anthropologie. Parce que les anthropologues aujourd'hui sont en train, certains en tout cas, de Vivero de Castro, anthropologue, parle d'entreprise de décolonisation de la pensée. Et effectivement, ce à quoi il s'agit désormais de résister, c'est à des catégories générales, genre culture, croyances, etc. Des catégories générales qui ont été employées par les colonisateurs et dont les anthropologues ont hérité de manière beaucoup plus polie, évidemment. Mais néanmoins, leur objet, c'était étudier la culture des autres, comment dirais-je, d'étudier à quoi les autres, sans le savoir, étaient soumis. C'est-à-dire d'employer les informateurs, non pas au sens d'une rencontre, mais au sens d'une, comment dirais-je, effectivement, de données qui permettent de remonter et d'interpréter ce que dit l'informateur en termes de catégories dont lui-même n'a pas auquel lui-même n'a pas accès. Or, quelqu'un comme Hélène Véran, par exemple, ça m'a beaucoup frappé, je parle pas de Vivero de Castro, dit, eh bien, ça c'est de la mauvaise foi anthropologique. On dit qu'on respecte les informateurs, qu'on respecte les coutumes des autres, mais on est néanmoins dans une situation où on sait mieux qu'eux. C'est-à-dire, on sait comment les interpréter, on sait à quoi les rapporter. Et elle définit maintenant, et ça, c'est ici la question de la pertinence, elle définit ce que l'anthropologue devrait être comme justement celui qui définit comme abus et comme échec, comme ce qu'il faut éviter, le fait d'être en position de, comment dirais-je, d'avoir autorité sur l'expérience de l'autre, de savoir comment Or, comment donner comment travailler avec l'idée que si je nie l'autorité de l'autre sur son expérience, j'échoue. C'est ça le mot de la pertinence. C'est-à-dire comment donner à l'autre le pouvoir, par ses réponses, de me faire hésiter, moi anthropologue, quant à ce que je pense et quant à comment je pense. Comment lui donner le pouvoir de me situer quand je l'interroge. Et cela, c'est pas la pertinence d'une question, c'est la pertinence d'une relation. Comment créer une relation avec l'autre qui, comment dirais-je, donne à l'autre le pouvoir de m'apprendre comment il me situe. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'expérimentation. Entre le labo où l'expérimentateur danse et le travail de création de relations qui fait qu'on peut assez mettre en question ces catégories pour ne pas dire oui, interpréter oui, c'est une croyance culturelle, quoi que ce soit d'autre. Eh bien, ça peut être, c'est totalement différent. Mais dans les deux cas, c'est la pertinence du savoir, la manière dont ce savoir se rapporte à ce que ce savoir concerne, qui est en jeu. Et la réussite, là, c'est effectivement... je suis en train de lire un très beau livre sur
d'un chaman qui s'appelle David, certains doivent le connaître, David Kopenawa. Bien, David Kopenawa a eu assez confiance dans un anthropologue qui a vécu avec lui, c'est un chaman amazonien, pour lui confier un message à transmettre aux Blancs. C'est-à-dire qu'il nous connaît et il veut nous dire des choses qui importent. Donc, là, c'est l'autorité du chaman qui peut se déployer, qui trouve à se déployer. Ça ne veut pas dire que nous devons nous soumettre à son autorité, mais nous avons affaire à quelqu'un qui se sent habilité à prendre une position où il se sent autorisé à parler aux Blancs à travers. Et donc, il se sent autorisé à renverser la question. Ce n'est pas ceux qui viennent le voir qui interprètent ses réponses en termes de croyances, c'est lui qui interprète ce qu'on lui veut et, de manière plus générale, ce que les Blancs veulent quand ils rencontrent les autres. C'est assez dur, d'ailleurs, mais enfin, vous voyez que ce sont des réussites entre, par exemple, avoir donné au neutrino, ça c'est mon exemple favori, une particule dont on ignorait l'existence jusqu'à ce qu'on réussisse à la détecter. Avoir réussi à lui donner le pouvoir de démontrer qu'elle avait une masse. Les neutrinos ont une masse, il y a eu un prix Nobel. Nous affirmons, enfin, les collègues compétents affirment, nous sommes autorisés à dire les neutrinos ont une masse. Mais ça ne fait pas autorité pour ceux qui se fichent bien des neutrinos, donc pour moi, ils peuvent le dire. Mais c'est une réussite pratique, ils peuvent le dire, ils peuvent danser. Et la confiance, la relation qu'a réussi à créer l'anthropologue tel que le chaman lui fait confiance pour transmettre son message, ce sont des réussites pratiques totalement différentes. Et je dirais qu'ils répondent tous les deux à cette idée de pertinence. Comment obtenir d'une situation le fait qu'elle puisse dire ceci est une bonne situation, on peut apprendre ou pas. Eh bien, ce sont des réussites qui en fait sont aussi différentes qu'un neutrino d'un chaman. Je veux dire que ce soit des réussites divergentes et totalement différentes, que ce plan des réussites scientifiques n'ait pas de modèle commun, ça me soulage extrêmement. Ça veut dire qu'effectivement, interroger un chaman et interroger un neutrino, c'est très très différent. Eh ben voilà, donc et c'est pas un modèle d'objectivité ou d'interprétation, etc. Non, non, ce sont des réussites qui exigent sur un mode très très différent. Mais le seul trait commun qu'ils ont, ces réussites pratiques très très différentes, c'est leur ennemi commun qui leur aurait permis de se défendre. C'est-à-dire que aller jusqu'au bout des exigences du neutrino pour qu'il fasse une différence sur ce qu'on dit à son sujet, et des exigences du chaman pour avoir assez confiance dans l'autre, pour lui confier un message, eh bien, l'ennemi commun, c'est ceux qui exigent la flexibilité, qui exigent du chercheur qu'il cherche là où on lui dit de faire et qu'il publie dans des temps donnés, dans des publications, comment dirais-je, mainstream. Donc le business as usual qui définit tout engagement pratique pour la pertinence comme un obstacle à la flexibilité. Et je dirais même que ça je l'ai appris des sociologues, même le terme pertinence a été désormais déshonoré. C'est-à-dire que ceux qui demandent des breakthroughs demandent que ce soit pertinent. Alors, je demande que ce soit pertinent, de passer de l'exigence de pertinence adressée aux scientifiques à l'obligation de pertinence du scientifique, voilà le type de modification, d'inversion qui tue la science. Alors, troisième sens,
je vais aller beaucoup plus vite, d'une autre science est possible, c'est justement, peut-être que c'est le plus dur, c'est, au fond, est-ce que il ne faudrait pas mettre en question quelque chose qui utiliser le mot pertinence, notamment, pour mettre en question de manière explicite une évidence commune qui affaiblit certains au profit d'autres. Si, comme je l'ai dit, on pouvait lutter pour dire qu'une autre science possible, ce serait celle pour qui la réussite, c'est créer des rapports qui permettent d'apprendre, eh bien, si on peut dire ça, il faudrait aussi souligner tout de suite que ce terme, créer des rapports qui permettent d'apprendre, contredit une idée sur les sciences très forte, c'est-à-dire les sciences, elles avancent. Les sciences, c'est l'avancée de la connaissance. La première valeur, c'est l'avancée de la connaissance. Il faut faire avancer la connaissance. Et je voudrais rapprocher cet impératif, faire avancer la connaissance, du terme mobilisation. Vous savez qu'une armée mobilisation, c'est un terme militaire. Hein. Une armée mobilisée est mobile, mais pas au sens de quelque chose qui bouge. Non, une armée mobilisée doit ne se laisser ralentir par rien. Une armée mobilisée, c'était surtout le cas avant qu'il y ait des avions, évidemment, au XIXe siècle. C'est là qu'on sent ce qu'est une armée mobilisée. Eh bien, l'armée mobilisée définit comme un obstacle tout ce qui pourrait la ralentir. Elle a le droit, et ça demande évidemment que les soldats puissent passer à travers les champs, détruire les récoltes, condamner à la misère ou à la famine plutôt que de faire un détour tout un paysage, fasse des ravages. Ça demande que les soldats n'hésitent pas, ne ralentissent pas. Ça demande qu'ils ne soient pas sensibles aux conséquences de leur passage. Ça demande qu'ils gardent comme seul discriminant, comme ce qui importe, le fait d'avancer, de ne pas se laisser détourner par les conséquences de ce qu'on fait. Donc, je crois que cette idée, faire avancer la science, il faut que la science avance, nous participons à l'avancée de la science, ce sont des termes qui traduisent une ambition de conquête, et de conquête qui implique que, justement, ce qui compte, il faut une différenciation déterminée entre ce qui compte et ce qui ne doit pas compter. Il faut qu'une réussite soit présentée comme, participant à l'avancée de la science. On croyait, et nous savons, désormais. Alors, ici, je ne vais plus parler de l'anthropologie, mais de la biologie, très rapidement. On peut dire que, vous savez, l'avancée de la science, elle avait été définie par François Jacob au moment des débuts de ce qu'on a appelé la biologie moléculaire, c'est-à-dire on a commencé par la bactérie, nous ferons ensuite un institut de la souris qui avancera, qui, comment dirais-je, permettra de conquérir, comme nous l'avons conquis avec les bactéries, la manière enfin scientifique de comprendre une souris, et puis ce sera humain, de l'humain. Bactéries, souris, humain. Ça aurait été la conquête. Et effectivement, il y a des gens qui pensent que ça y est, on y est, puisqu'ils nous disent que, vous avez tous entendu parler de ça, la dernière frontière, c'est la conscience. Donc on est censé tout comprendre des vivants. La dernière frontière, ce qu'on ne sait pas encore comment interroger, le reste a été conquis, c'est la conscience. Bon, eh bien, ça c'est vraiment comment dirais-je, le vocabulaire de la conquête. On a tout traversé, on a les clés de tout, il n'y a plus de gros mystères.
On devrait pouvoir tout comprendre, sauf la conscience. Bon, eh bien, il y a des tas de biologistes qui nous disent maintenant, ouais, on n'a presque rien compris, vous savez, même aux bactéries. Peut-être une bactérie isolée, mais les bactéries comme peuple regorgent de questions qu'on commence seulement à apprendre à poser. Les cellules aussi, un corps aussi. Je veux dire, on a été trop vite, il faut ralentir de ce point de vue-là, c'est-à-dire que c'est chaque population de bactéries, chaque population de cellules, chaque corps, on ne sait pas ce qu'est un corps en général, ni une cellule en général, ni une population de bactéries en général. Tout ce qui nous donne l'impression d'avoir conquis tout ce domaine, comment dirais-je, on se rend compte que on a manqué quelque chose d'important. Et c'est très beau, cette biologie expérimentale. On pourrait dire qu'elle devient une forme de science de terrain. C'est-à-dire, dans un terrain, on ne conquiert pas un terrain. Les chercheurs de terrain vous le diront. Non, on apprend à faire attention. On apprend justement à chercher comment s'approcher, comment faire attention à ce terrain de manière pertinente. On ne peut pas le définir de manière générale. D'une manière ou d'une autre, l'art de faire attention doit se recréer pour chaque type de terrain. Eh bien, on pourrait dire que ces biologistes-là apprennent, même au laboratoire, que on ne peut pas définir de manière générale ce qui explique et ce qui doit être expliqué. On a affaire à quelque chose qu'il faut apprendre à, j'aime bien le terme, à caractériser, mais à chaque fois en retrouvant comment les termes ici jouent, qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui doit être expliqué, doit chaque fois être rejoué. Or, et c'est le contraste, c'est qu'effectivement, quand on entend parler de biologie, cela même que je viens de décrire, cette biologie qui apprend que tout est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus local, etc. Ben, c'est présenté comme, au départ, on avait pensé que les gènes suffiraient à comprendre la bactérie. Et puis on a découvert que non, on oubliait les interactions entre gènes. Donc maintenant l'objet, c'est le génome. Et puis on a découvert que les protéines jouaient des rôles qu'on peut pas expliquer aussi bien que étaient expliqués par les gènes. Et donc on étudie le protéinome. Et désormais, on a découvert que l'ensemble ne suffit pas parce que nos corps sont habités par des populations de cellules non humaines, etc. Et nous étudions l'holobiome. Et vous voyez, on a l'impression d'une conquête du gène à l'holobiome, alors qu'en fait, chaque fois, on a voulu donner des explications générales qui nous permettent de parler de la bactérie, du gène en général. Ça ne marche pas. Donc, on a dû enrichir le terrain, enrichir, jusqu'à ce que, justement, eh bien, ce sont les généralités conquérantes qui ne marchent pas. Donc là, on pourrait dire, nous avons affaire à ce qu'on pourrait appeler la nécessité de ralentir. Une première nécessité de ralentir. Ne pas, comment dirais-je, ralentir, c'est-à-dire, dire la mobilisation, elle a pu avoir lieu dans certaines sciences. On peut dire que la physique a donné un modèle aussi de mobilisation, d'aller toujours plus loin etc. Mais peut-être que ce modèle n'est pas, comment dirais-je, n'est pas pertinent pour d'autres sciences. La biologie semble avoir suivi ce modèle et en fait, ça ne marche pas la conquête, ou plutôt ça marche rhétoriquement, mais
ça ne marche pas au sens où on peut pas dire que la connaissance en biologie avance. Non, elle s'enrichit. Elle s'enrichit, mais elle s'enrichit en impliquant à chaque fois un art de l'attention, un art de... On ne sait pas ce qui ici compte et ce qui est négligeable. Ce qui semble négligeable pourrait ne pas l'être du tout et on pourrait se tromper totalement. Et c'est à chaque terrain, à chaque chose qui est interrogée que ce problème se repose. C'est-à-dire que ce qu'il y a, ce qui est demandé là, c'est plutôt tout à coup ce que une armée mobilisée devait, comment dirais-je, détruire, c'est-à-dire une culture de la sensibilité et de l'hésitation. Le scientifique mobilisé, il était censé, comme une armée mobilisée, ne pas hésiter. Ce qui fait obstacle doit être ignoré, en tout cas ne peut pas ralentir. Ici, au fond, peut-être qu'un obstacle, peut-être que ce n'est pas en termes d'obstacle, mais en termes de qu'est-ce qui ici importe. Qu'est-ce qui ici nous pouvons apprendre? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Et comment pouvons-nous apprendre ce qui ici importe? Comment pouvons-nous être sensibles à ce qui semble négligeable et qui ne l'est peut-être pas, qu'il faut apprendre. Et ça, cette culture d'être sensible au fait que ce qui semble négligeable pourrait ne pas l'être, mais on ne sait pas comment le faire compter. Mais cela pourrait compter. C'est toute cette sensibilité, au fond, que les chercheurs de terrain défendent, mais qui demandent du temps, qui demandent un temps long pour justement cultiver, parce qu'ils ne pourront pas renvoyer, ils ne pourront pas apprendre, voilà ici comment il faut faire. Non, à chaque fois il faut se rendre sensible à l'art d'observer et éventuellement de comprendre, de mettre en question la pertinence de ce qu'on pense qui importe et de ce qu'on pense qu'on peut négliger. Donc, l'art de ralentir ici, c'est l'art d'hésiter. D'hésiter quant au jugement que l'on fait sur... Bon, ceci, c'est évidemment, comment dirais-je, simplement une superstition. Par exemple... l'anthropologue dirait, enfin, il est évident que les djinns sont une croyance culturelle, voyons, les djinns n'existent pas. Hein? Qu'est-ce que vous dites quand vous dites les djinns n'existent pas? Qu'est-ce que ça veut dire exister? Eh bien, c'est le genre d'hésitation. Qu'est-ce que nous appelons exister qui peut être nécessaire? En tout cas, en biologie, c'est le genre d'hésitation, pas les djinns, mais qu'est-ce que ça veut dire faire corps? Qu'est-ce que ça veut dire participer à un corps? Quand on voit tout ce qui participe à un corps, on se rend compte que il est très difficile de dire ça compte et ça, c'est secondaire. Non, ici, dans ce cas-là, peut-être que ce n'est pas secondaire. Il y a des choses peut-être secondaires, mais ce sera toujours avec risque que vous direz ceci est secondaire, ceci ne compte pas. Donc, une science, comment dirais-je, qui cultive, oui, 5 minutes, l'art de faire attention. L'art de faire attention, en fait, je sais plus où je suis. L'art de faire attention va tout à fait à l'encontre d'une autre des figures du scientifique qu'on connaît. Vous connaissez la figure du somnambule? Les scientifiques disent ça. Nous sommes comme des somnambules sur un toit. Si on nous pose de grandes questions, des questions scientifiques, non scientifiques, du genre, mais comment savez-vous que? Vous nous réveillez et on tombe. C'est-à-dire, l'esprit scientifique est fragile. Il doit se protéger contre les grandes questions que le public tend à lui poser. Phobie des grandes questions. Ici, non. Ici, au contraire, les grandes, c'est pas une question de grandes questions, mais c'est une question de phobie. C'est cette phobie qui fait qu'ils sont mobilisés, c'est-à-dire qu'ils doivent devenir insensibles à tout ce qu'ils ignorent.
la question n'est pas il faut tout savoir, la question est il faut cultiver cette sensibilité à comment nos questions nous situent. Qu'est-ce qu'elles demandent? Qu'est-ce qu'elles nous demandent? Et qu'est-ce qu'elles font au paysage que nous traversons? Et ça, je veux dire, c'est justement accueillir, et j'en viens à la quatrième idée d'une autre science est possible. Il faut, si une autre science doit être possible, et si elle peut être pertinente, digne d'être cultivée dans l'avenir qui nous attend, si elle peut nous aider, c'est évidemment pas la science mobilisée qui doit faire avancer le progrès et qui se donne le droit d'ignorer ce qui la ralentirait. Non. Si une autre science est possible, cet art de faire attention, cet art de ne pas savoir, de pouvoir hésiter sur ce qui explique et ce qui doit expliquer, cet art de savoir que ce qui semble secondaire pourrait compter, etc. Cet art-là, c'est pas seulement un art de la recherche, c'est un art d'une nouvelle hésitation de type collectif. J'ai dit, la science, c'est une entreprise collective. Eh bien, si les sciences, comment dirais-je, doivent aider à habiter un monde en ruine, un monde où qu'est-ce que c'est les ruines? C'est les généralités ne marchent pas dans les ruines. À chaque pas, il faut faire attention. À chaque pas, on ne peut pas compter sur quelque chose. On doit tout le temps faire attention. Eh bien, des sciences qui nous permettraient de faire attention, d'avoir cet éveil que les ruines demandent, cette idée que toute simplification peut avoir des conséquences catastrophiques. Les simplifications, ça marche dans notre univers infrastructuré. Dans les ruines, non, on peut plus simplifier comme ça. C'est ça la précarité. Eh bien, si on est dans cette situation-là, les scientifiques ne peuvent pas y être tout seuls. Ils ont besoin de, comment dirais-je, de travailler avec les autres qui savent des choses, les autres qui ont ces modes de savoir, ces modes de faire importer, ces modes d'observer, ces modes de dire mais ça compte, etc. Et donc c'est aussi toute cette, comment dirais-je, toute l'institution scientifique qui devrait, c'est un autre type de ralentissement, ralentir au sens de cultiver l'imagination qui permettrait aux chercheurs de véritablement prendre au sérieux les non-chercheurs. C'est-à-dire d'hésiter avec les non-chercheurs, pas de partager ce qu'ils savent avec les non-chercheurs, mais de partager avec les non-chercheurs, on pourrait dire les objections. Et je dirais, ce sont des dispositifs à créer, mais des dispositifs que les scientifiques doivent apprendre à désirer, parce que c'est la fiabilité qui est en jeu. C'est justement le fait que dans les paysages qui concernent les gens, les paysans par exemple, ou les infirmières à l'hôpital, c'est aussi un paysage. Eh bien, dans ces paysages-là qui concernent les gens, existe tout ce qui a été existe et insiste, tout ce qui a été éliminé pour faire avancer la science. Tout ce que le laboratoire a éliminé, par exemple, existe et insiste tout cela. Et pour le reprendre en compte, pour le prendre en compte, pour ne pas juger au nom des simplifications qui permettent l'avancée du savoir, un paysage problématique, un paysage peuplé par des gens et pas au service de l'avancée de la science, eh bien, il s'agit véritablement d'apprendre les dispositifs qui créent une situation, qui donnent à une situation d'intérêts divergents, qui suscite des intérêts divergents, comment dirais-je, qui donne à cette situation le pouvoir de rassembler ces intérêts, le pouvoir de faire que le scientifique soit un parmi ceux que cette situation concerne, et pas celui qui tolère des interventions non scientifiques. Et ça, je crois que si
pensez que ce n'est pas l'esprit scientifique qui fait que les scientifiques se vivent comme isolés et vivent les non-scientifiques comme ignorants. Se dire que c'est l'institution scientifique qui a des habilités, des savoirs qui comptent, et se dire qu'il s'agit de retrouver des dispositifs où les scientifiques puissent travailler avec d'autres sur une situation qui les dépasse tous, mais où c'est ensemble qu'ils peuvent éventuellement être pertinents. C'est imaginer une autre science possible, une autre formation des scientifiques possible, une autre histoire des sciences possible, une autre imagination de ce qu'est la science possible. Mais toutes ces imaginations, toutes ces possibles-là fabriquent l'idée que, effectivement, ces sciences-là pourraient nous aider à vivre dans les ruines, pourraient devenir dignes de nous aider à vivre dans les ruines, des vies dignes d'être vécues et de construire des savoirs dignes des problèmes qui se poseront dans les ruines et qui ne se posent pas dans les laboratoires. Je vous remercie.